Bonjour à vous! Aujourd'hui, la section 2.4, les fonctions rationnelles qui ont la forme y égale f de x sur g de x où f et g sont des fonctions polynômes. Alors, prenez vos notes de cours, s'il vous plaît. On commence ça dès maintenant. Un petit rappel sur les asymptotes horizontales. Une fonction rationnelle h de x a une asymptote horizontale en y égale b si à l'infini positif et ou à l'infini négatif, le graphique se rapproche de la droite horizontale y égale b. De la droite horizontale y égale b. Alors, ceci devrait être déjà de l'acquis. Nous allons maintenant explorer les fonctions rationnelles qui ont un élément supplémentaire. Donc, nous sommes habitués à ce qu'au numérateur, il y ait une constante. Maintenant, nous avons la présence de deux fonctions de x. Alors, il va y avoir un changement au niveau des asymptotes. Alors, premièrement, si on regarde les asymptotes verticales, donc encore une fois, un rappel, les asymptotes verticales, algébriquement, on va voir quelle valeur de x rend le dénominateur nul. Il s'agit ici de x égale 2 tiers. Donc, il s'agit d'une exploration. Donc, on va essayer différentes choses. Ici, vous avez une petite idée de ce qu'on s'en va faire. Là, on va aller découvrir à quel endroit est-ce qu'il y a une asymptote horizontale. Nous sommes habitués, encore une fois, à ce qu'il y en ait une à y égale 0, mais ce ne sera pas toujours le cas. Alors, si je fais tendre x vers plus l'infini, ce que je fais ici, puis on va le faire très rapidement, là, je remplace x par des valeurs de plus en plus grandes, je les évalue dans la fonction f de x et je vais voir les résultats. Alors, pour vous épargner tout ça, là, lorsque je remplace x égale par 1000, nous aurons la valeur de f de x qui est égale à 0,334, 2 et 3. Et si je remplace par 100 000, on est rendu à 0,3334 et 2. Alors, on se rend compte, si vous connaissez vos développements décimaux, 0,33333 à l'infini, ça ressemble pas mal à 1 tiers. Si je fais la même chose ici, cette fois-ci, je fais tendre x vers moins l'infini. Donc, je prends des valeurs de x qui deviennent de plus en plus petites. À moins 1000, bien, j'ai ici 0,33245 et à moins 100 000, on est à 0,33332 et 4. Alors, on se rend compte, si on en prenait encore une plus petite, on serait encore plus près du 0,33333 qui symbolise finalement que j'ai une asymptote horizontale à la valeur de y égale 1 tiers. Donc, mes valeurs de y s'approchent de ceci sans jamais l'atteindre, alors c'est notre asymptote horizontale. Allons faire un petit tour dans Desmos. Voici la fonction en question ici, les deux bras de la fonction rationnelle. Nous avons notre asymptote verticale à la valeur de 2 tiers. Et ensuite, on peut voir ici, bien, je n'ai pas zoomé beaucoup là, si je m'éloigne, vous voyez que le graphique, il s'approche de ma ligne pointillée. On est limité un peu par le dessin là. Mais on voit que le graphique va s'approcher de la droite pointillée qui est situé à y égale 1 tiers. Si on poursuit maintenant l'exploration, quelle est la différence entre l'exemple B et l'exemple A? Bien, ma fonction qui est au numérateur est de degré 1 dans les deux cas. Par contre, au dénominateur, nous avons une fonction de degré 2, contrairement à tout à l'heure où j'avais une fonction de degré 1. Si je fais la même analyse, la même exploration, et tout d'abord, je regarde si j'ai des asymptotes verticales. S'il y en a, ça veut dire que j'ai des valeurs de x ici au dénominateur qui me donnerait un résultat de 0. Or, comme x carré positif plus 1 positif, jamais est-ce que je pourrais avoir une valeur nulle. Alors, j'ai aucune asymptote verticale.
Donc, recommençons ici. Si je fais tendre x vers plus l'infini et que j'évalue ça dans la fonction g de x, donc g de 1000 va nous donner une valeur de 0,004. Si je remplace par 100 000, 0,00004. Alors, on peut croire qu'on s'approche du zéro, n'est-ce pas? Ici, si je remplace par moins 1000, j'aurai une valeur de 0,004 négatif. Donc, moins 0,004. Et si je remplace par moins 100 000, moins 0,00004. Donc, ce sont les mêmes valeurs que tout à l'heure, mais négatives. Donc, je peux conclure ici, où l'on a oublié, si x tend vers moins l'infini, je peux conclure que mes valeurs de y s'approchent de 0. Mon asymptote horizontale est donc à y égale 0. Allons voir dans Desmos. Alors, voici le graphique. Oui, il est un peu étrange. Regardez, par contre, on est capable de reconnaître certaines choses. Est-ce que vous voyez ici que c'est comme le bras de gauche normal qui, d'habitude, descend ici? Et même chose pour le bras de droite ici qui, normalement, va monter à l'infini. Parce que nous n'avons pas d'abscisse à l'origine ici, pas d'abscisse à l'origine, mais d'asymptote verticale, je veux bien dire, le graphique est forcé de valoir quelque chose essentiellement pour toutes les valeurs de x qui appartiennent à l'ensemble des nombres réels. Donc, à x qui est égal à 0, j'ai une valeur de y qui lui est attribuée, également celle qui s'approche du 0 à la gauche et à la droite. Maintenant, pour ce qui est de l'asymptote horizontale, ben, comme on l'a vu, comme on l'a exploré, les valeurs de y s'approchent de 0 lorsque x tend vers plus l'infini et lorsqu'il tend vers moins l'infini. Si je recule un petit peu, on voit très bien là, que le graphique vient suivre notre axe des x. Alors, il s'agit bel et bien de notre asymptote horizontale. On revient maintenant. Alors, ça ici, c'est terminé. On va changer de page. Une autre exploration maintenant. Encore une fois, je veux que vous observiez la fonction rationnelle. Cette fois-ci, j'ai un degré 2 au numérateur et au dénominateur. Pour ce qui est des asymptotes verticales maintenant, bien, je n'en aurai pas une, mais bel et bien deux, parce que les valeurs de plus ou moins 1 ici qui rendent mon dénominateur nul. Alors, voici mes deux asymptotes verticales. Même exploration, si x tend vers plus l'infini, que deviennent mes y? Bien, ici, on a 3, virgule, et là, j'ai 5 zéros en ligne, suivi d'un 1. Et si je remplace par 100 000, cette fois-ci, j'ai 9 zéros en ligne, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis un 1 par la suite. Si x tend vers moins l'infini, même chose se produit. Et quand je dis même chose, c'est vraiment même chose. Ce sont les mêmes valeurs de y que l'on obtient parce que cette fonction-là va être symétrique. 7, 8, 9 avec un 1. Donc, je pense qu'il est assez évident que mon y s'approche de 3 lorsque mes x tendent vers plus ou moins l'infini. Encore une fois, allons voir Desmos. Donc, voici le graphique. J'ai 3 portions à ma courbe cette fois-ci parce que j'ai la présence de 2 asymptotes verticales et nous avons l'asymptote horizontale ici à y égale 3 tel que prévu. On revient dans nos notes. 4e exemple. Un autre cas différent. Cette fois-ci, mon numérateur est de degré 2, mon dénominateur est de degré 3. Assez particulier celui-là, on commence à tomber dans les fonctions un peu étranges. Ici, x plus 5, si je veux que ça soit égal à 0, je vais trouver mon asymptote vertical à x égale moins 5. Encore une fois, je vais aller voir qu'est-ce qui arrive à mes y lorsque mes x prennent de grandes valeurs. Ici, si je remplace par 1000, j'obtiens 4975,12, 13 et 93. 12, 13, 93. Et si je remplace par 100 000, j'ai 499 975,00122.
Alors là, on ne semble pas tendre vers grand-chose, n'est-ce pas? Si je prends des valeurs de x qui deviennent de plus en plus petites, si je prends moins 1000, j'ai moins 5025,1226 13,07 et ensuite de ça, moins 500 025,00122. Alors, quoi conclure ici? Bien, ce qu'on doit conclure, c'est que lorsque x prend de grandes valeurs, y aussi prend de grandes valeurs. Et lorsque x prend de petites valeurs, y fait la même chose. Donc, on ne tend pas vers une valeur de y précise. Donc, ici, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Mais venez voir dans Desmos, on en a un autre type d'asymptote. Voici la fonction. J'ai deux bras, un bras à la droite, un bras à la gauche de l'asymptote verticale qui est à moins 5, comme on l'avait calculé tout à l'heure. Mais voici le reste du graphique. Je vois que mes y vont tendre vers moins l'infini quand x va tendre vers moins l'infini, puis que mes y vont tendre vers plus l'infini quand x va tendre aussi vers plus l'infini. Mais est-ce que vous voyez l'allure générale de cette extension-ci? Si je recule un petit peu, ça ressemble à quoi ça? Ça commence à être pas mal droit, n'est-ce pas? On voit que le graphique ne dépassera pas ceci, donc il semble suivre une ligne imaginaire qui est oblique. Et effectivement, voici l'asymptote en question. Il s'agit de l'asymptote dont l'équation est une droite et cette équation-là se définit comme 5x moins 25. Et donc, mon graphique, il a une asymptote, non pas horizontale, mais elle est maintenant oblique. Et ceci s'explique tout simplement parce que le degré de ma fonction au numérateur est de 1 de plus que celui de mon dénominateur. Donc, ceci, ça arrive lorsque on a ce genre de fonction rationnelle-là. Donc, voici un petit tableau résumé ici. On va dire que pour le cas des asymptotes horizontales, alors soit notre fonction rationnelle qui a la forme f de x sur g de x, on va aller voir les différents cas possibles. Si f de x, qui est mon numérateur, et g de x, qui est mon dénominateur, ont le même degré, alors l'asymptote horizontale sera A. On va revenir là-dessus. Je vais écrire la conclusion, mais on va revenir dans nos exemples. Y égale coefficient principal de f de x divisé par le coefficient principal de g de x. Revenons à la page précédente où j'avais justement cette situation-là. Donc, si je descends un petit peu, j'ai descendu un peu trop, je vais revenir à mon exemple A. Alors, à l'exemple A, j'avais ici conclu que mon asymptote horizontale était à y égale 1/3. Ce que l'on vient d'écrire dans la conclusion, c'est que la valeur de cette asymptote horizontale-là, elle va valoir la division du coefficient principal du polynôme au numérateur divisé par le coefficient principal du polynôme au dénominateur. Mais attention, il faut avoir le même degré pour les x. Donc, 1/3, voici mon 1/3. Je reviens à notre conclusion. Le deuxième cas, si f de x, encore une fois, qui est au numérateur, est de 1 degré de moins, donc 1 degré de moins par rapport à g de x qui est au dénominateur, alors l'asymptote horizontale est à y égale 0. C'est d'ailleurs ce que nous avons étudié en 11e année. On avait des fonctions qui avaient la forme, disons, 2 sur x moins 3 ou ce genre de fonction-là. Donc, on avait justement la situation où f de x avait 1 degré de moins que la fonction du dénominateur. Et finalement, si f de x
est de 1 degré de plus, en comparaison avec la fonction qui est au dénominateur, g de x, alors il n'y a pas d'asymptote horizontale. Par contre, j'aimerais bien qu'on rajoute ici, mais une asymptote oblique. Asymptote oblique qui a la forme y égale mx plus b. Voilà pour ça. Si vous vous demandez, oui, mais comment je fais pour avoir l'équation, ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Exemple 1 maintenant, ici, détermine les asymptotes horizontales et des fonctions suivantes. Alors, analysons ici le degré du numérateur et du dénominateur. Ici, on a un degré 1. Alors, on a le même degré, ce qui veut dire que notre asymptote horizontale sera à la valeur de y égale. On fait le ratio ou le rapport entre le coefficient principal du x en haut par le coefficient principal du x en bas, ce qui donne 5 dixièmes, qui nous donne y égale 1/2. Pour la lettre B, degré 1 en haut, degré 2 en bas, alors 1 degré de moins en haut qu'en bas, ce qui signifie que j'ai une asymptote horizontale à y égale 0. À la lettre C maintenant, degré 2, degré 1, degré supérieur de 1 en haut par rapport au bas, j'ai donc une asymptote oblique. Alors, pas d'asymptote horizontale. Ici maintenant, degré 2 ici, faites-vous pas prendre par l'ordre des termes. J'ai donc le même degré. Mon asymptote horizontale sera à la valeur de, allons faire la division entre mon coefficient principal qui est 4 ici et le 3 du bas. J'ai donc 4 tiers. Et le dernier, même degré. Oh non, ici j'ai un degré 3 et ici j'ai un degré 2. J'ai donc 1 degré de différence, un de plus en haut qu'en bas. Donc, j'aurai encore une fois une asymptote oblique. Si on va voir maintenant un petit peu qu'est-ce qui régit les asymptotes obliques. En fait, c'est la même chose que les autres types d'asymptotes, sauf que le degré qui diffère au numérateur et au dénominateur vont faire en sorte que, évidemment, on va avoir une asymptote qui n'est pas horizontale. Bon, ça marche. Allons voir maintenant comment traiter les asymptotes obliques. Alors, dans l'encadré, on résume un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, une fonction rationnelle qui a la forme y égale f de x sur g de x a une asymptote oblique en y égale mx plus b, si à l'infini positif ou bien à l'infini négatif, le graphique se rapproche de la droite y égale mx plus b en question. Voici la représentation graphique de plusieurs cas possibles. Donc ici, j'ai, disons, une asymptote verticale combinée à une asymptote oblique, dont la pente est positive. Même situation ici, mais la pente est un petit peu plus abrupte. De l'autre côté ici, j'ai une asymptote oblique dont la pente est négative. Même chose ici, négative, mais avec une pente un petit peu plus abrupte. Maintenant, l'équation de l'asymptote oblique. Tout à l'heure, on s'est posé la question. Alors, l'équation de l'asymptote oblique correspond au, roulement de tambour, quotient de la division. Alors, on a appris à diviser des polynômes, pas pour rien. Donc, correspond au quotient de la division de f de x et g de x. De f de x, qui est le numérateur,
et le dénominateur qui est g de x. Alors, le quotient que l'on obtient correspond à l'équation de l'asymptote oblique. Remarque ici, on en a déjà parlé tout à l'heure, une fonction aura une asymptote oblique seulement lorsque le degré du numérateur est 1 de plus que celui du dénominateur. Voilà. Allons voir un exemple à la page suivante. Donc, c'est un exemple qui est très complet et dans lequel on fait vraiment l'analyse d'une fonction rationnelle. Donc, si vous voyez ceci, plusieurs questions à se poser pour débuter. Donc, bon, j'ai une fonction rationnelle, mon numérateur est une fonction polynôme, mon dénominateur aussi. Je peux tout de suite commencer à réfléchir quel est le degré de chacun de mes polynômes, degré 2, degré 1, donc j'ai une différence de 1. Donc, on peut s'attendre à certaines choses. Donc, si je vous demande de déterminer le domaine, bien, le domaine de cette fonction-là va correspondre tout d'abord tous les x qui sont des éléments des réels, tels que, ici, je dois exclure la valeur de x pour laquelle j'ai une asymptote verticale, donc x n'égale pas 2 ici. Donc, ce n'est pas une valeur qui fait partie de mon domaine parce que si je remplace par 2 dans ma fonction, la valeur de y est non définie. Maintenant, les coordonnées à l'origine, ce que l'on cherche ici, c'est les abscisses à l'origine et ensuite de ça, l'ordonnée à l'origine. Les abscisses à l'origine sont les valeurs de x pour lesquelles ma fonction f de x vaut 0. Alors, 0 égale f de x. Donc, je regarde ici mon numérateur seulement, parce qu'on sait très bien que le dénominateur ne peut pas valoir 0. Donc, si la fonction f de x finit par valoir 0, c'est parce que mon numérateur va valoir 0. Donc, ici, j'ai une fonction du second degré qui se factorise rapidement par x moins 3 et puis x plus 2. J'ai donc deux abscisses à l'origine, une première à x égale 3 et une deuxième à x égale moins 2. Pour l'ordonnée à l'origine maintenant, ce que je cherche, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Alors, si je remplace x par 0 dans ma fonction ici, les seuls termes qui demeurent sont mes deux termes constants, donc moins 6 et puis moins 2, qui me donne une valeur de plus 3. Pour identifier les asymptotes maintenant, bien, tout d'abord, la plus simple, asymptote verticale sera à x égale 2. Et maintenant, parce que j'ai déjà identifié que le degré de mon numérateur était 1 de plus que celui d'en bas, je devrais déjà savoir que mon asymptote sera oblique. Ce que je vais faire alors, c'est la division de mon numérateur et de mon dénominateur. Donc, je mets ici 1, moins 1 et moins 6. Et le diviseur ici sera plus 2. Donc, j'effectue ma division comme je sais le faire. Ici, ça me donne 1 fois 2, 2. J'additionne les deux, ça me donne plus 1. Je multiplie, ça me donne 2. J'additionne, ça me donne moins 4. Alors, le quotient ici, qu'est-ce qu'il vaut? Mon quotient est x plus 1 que je tire de ces deux coefficients ici. J'aurai donc une asymptote oblique à la droite d'équation y égale x plus 1. Si j'écris ma division, juste pour vous montrer d'où ça vient ceci. Donc, on a x au carré moins x moins 6 qui est divisé par x moins 2.
ce que ça donne, ça ici, c'est x plus 1, qui est mon quotient, plus mon reste de moins 4 divisé par x moins 2. Donc, comment interpréter ceci? Bon, mais ça, c'est ma fonction rationnelle. Cette fonction rationnelle-là, lorsque je remplace des x, bien, tout ça, c'est ma fonction rationnelle, mais elle est écrite sous forme canonique ici. Donc, quand je prends des valeurs de x et que je donne une très, très grande valeur, disons 100 000, cette valeur-ci, divisée par à peu près 100 000, ça va me donner une valeur qui est très, très, très près de 0. Donc, on va dire que ceci, ça tend vers 0. Qu'est-ce qui va me rester donc? Il va me rester la valeur de x plus 1. Donc, l'infini plus 1, ça va me donner des valeurs de y qui correspondent à cette équation-ci. Je vais y revenir plus tard pour un petit peu plus d'explications. Poursuivons l'analyse de la fonction maintenant en déterminant le comportement de f de x. Et la façon de faire ceci sera d'analyser les signes de la fonction. Pour analyser les signes de la fonction, je vais aller me faire un petit tableau de signes. Donc, comme d'habitude, les valeurs de x en haut, les valeurs de f de x en bas, mais je vais aller voir le signe de f de x et non pas la valeur précise. Donc, ce que je mets dans mon tableau, ce qui va être intéressant ici de mettre, ce sera les abscisses à l'origine, certainement, parce qu'on sait que la fonction va changer de signe si elle passe par une racine. Et également, je vais aller analyser le comportement de ma fonction tout près de mon asymptote vertical. Donc, ces valeurs-là correspondent d'abord à moins 2 pour mon abscisse à l'origine. Ensuite de ça, plus 2 pour mon asymptote vertical et ensuite plus 3 pour ma deuxième abscisse à l'origine. Parce que x égale 2 n'est pas défini dans ma fonction, c'est mon asymptote. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller analyser le signe de ma fonction un petit peu à la gauche, donc à 1,99999. Au lieu d'écrire ça, il existe une notation qui me permet de symboliser que je vais aller chercher une valeur qui est tout près de 2, mais à la gauche. C'est le symbole 2 avec un petit moins en haut. Donc ça veut dire que je vais aller analyser ma fonction près de mon asymptote, mais je vais m'en approcher de par la gauche. Maintenant, si je prends une valeur de x qui est tout près de 2, mais à la droite, cette fois-ci, j'appelle ça 2 avec un petit plus. Donc, par exemple, je prendrais la valeur 2,000001. Ensuite de ça, donc, je vais mettre moins l'infini ici. Ensuite de ça, je vais aller chercher des valeurs de x qui sont comprises entre moins l'infini et moins 2. Et ensuite de ça, valeur de x comprise entre moins 2 et notre valeur qui est tout près de l'asymptote. Ici, et je fais la même chose ici à la droite. Alors, je vais aller chercher une valeur de x entre mon asymptote et mon abscisse à l'origine. Et ensuite de ça, une valeur de x qui s'en va vers mon infini. Voilà. On pourrait ici factoriser notre fonction polynôme, notre fonction rationnelle, pardon. Donc, si je factorise, j'aurai au numérateur, j'ai x au carré moins x moins 6. Donc, ça nous donne x moins 3 fois x plus 2, qu'on avait déjà fait d'ailleurs pour trouver les abscisses. Et puis, en bas, bien, j'ai mon dénominateur qui est x moins 2. Dans le tableau ici, nous, on a déjà été habitués à le faire par facteur. Donc, on aurait pu écrire x moins 3, x plus 2, x moins 2, faire le bilan des signes pour chacun des facteurs. Mais ici, je veux passer assez rapidement. Donc, si je prends une valeur de x qui est très, très, très petite dans les négatifs, j'analyse tout ça. Ça nous donne une valeur qui est négative et très, très, très petite également. Donc, je vais écrire ici, juste pour les besoins de la courbe, je vais écrire moins l'infini, juste pour montrer qu'on ne tend pas vers une valeur particulière. Entre les deux, encore une fois, disons que je prends moins 3, j'analyse le signe, j'ai une valeur négative. À moins 2, c'est mon
mon abscisse à l'origine, donc ça vaut 0. Ensuite de ça, entre moins 2 et 2, je vais prendre, disons, 0. Ça va me donner une valeur positive. Ici maintenant, si tu prends 1,9999, on vient mettre ça ici, 1,9999, 1,9999, et une autre fois en bas, on analyse ceci et ça va me donner un très, très, très grand résultat positif. Donc ça veut dire qu'en longeant mon asymptote, qui ici est non défini, mes Y vont s'approcher vers l'infini positif. Ensuite de ça, de l'autre côté maintenant, je prends une valeur, disons 2,00001, je fais mon analyse et ça me donne une très, très grande valeur, mais dans les négatifs. Donc, finalement, une très petite valeur, ce qui veut dire que quand je m'approche de mon asymptote de par la droite, mes Y vont filer vers le bas. Ensuite, je poursuis. Si je prends une valeur, disons 2,5, je fais le calcul dans f de x et ça va me donner une valeur qui est négative. À 3, c'est mon abscisse à l'origine, ça vaut 0. À 4, disons, ça va me donner une valeur positive. Et plus j'augmente dans les x positifs, plus mes y vont augmenter également dans les positifs et ça va devenir de plus en plus grand. Donc, on ne tend pas vers une valeur particulière. D'ailleurs, on le sait, on a une asymptote oblique. Donc, voici l'analyse des signes. Maintenant, on est prêt à faire une esquisse. Je vous suggère d'aller d'abord tracer vos asymptotes. Alors, la première que l'on a est à x égale 2. Donc, voici. Et nous avons également notre asymptote oblique à x plus 1. Donc, à x plus 1, une pente de 1 ordonnée à l'origine de 1. Je vais tracer ça ici. Et je vais aller l'ajuster par la suite. Voilà. Je vais l'étirer. Pente de 1. Voici. Donc, nos deux asymptotes, celle qui est oblique ainsi que celle qui est verticale. Je vais tasser celle-ci un tout petit peu parce qu'elle n'est pas parfaitement sur la ligne. Voilà. Donc, maintenant, allons tracer ce que l'on connaît de la fonction. Je sais que j'ai une abscisse à l'origine à moins 2. Je pense que je suis encore en rouge. Laissez-moi remettre ça en noir ici. Tiens, disons en bleu. OK? Donc, j'ai une abscisse à l'origine ici à moins 2 et j'en ai une également à plus 3. Qu'est-ce que le tableau des signes m'a donné comme information? Je sais que à la gauche de mon abscisse à l'origine, je suis dans les négatifs et que plus je m'enfonce dans les X, plus je m'enfonce dans les Y. Mais là, on sait qu'on ne pourra pas dépasser cette ligne pointillée-là. Alors, je sais que je vais être ici à longer mon asymptote oblique. Ensuite de ça, on avait déterminé que notre ordonnée à l'origine était à plus 3. Donc, ici. Ensuite, tout près de mon asymptote vertical qui était à 2, qu'est-ce qui se passe en Y? Mais plus je m'approche de mon asymptote de par la gauche, plus les Y augmentent dans les positifs. Alors, voici, là, je fais juste tracer comme ceci, là. Mon graphique va longer mes deux asymptotes comme ceci en montant. Alors, je commence du bas. Je vais venir chercher mon abscisse à l'origine, mon ordonnée à l'origine et je m'en viens longer mon asymptote vertical. Ensuite de ça, est-ce qu'il va se passer des choses ici? Il ne se passera rien parce que mes valeurs de X sont déjà utilisées avec le premier bras que je viens de tracer. De ce côté-ci maintenant, bien, on a déterminé que si je m'approche de mon asymptote qui est à 2 de par la droite, à ce moment-là, mes Y s'enfoncent dans les négatifs. Alors, plus je m'approche ici de mon asymptote, plus mes Y s'en vont très bas. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe à la droite de mon abscisse à l'origine? Mes valeurs de Y deviennent positives et elles deviennent de plus en plus grandes, mais on ne pourra pas dépasser notre asymptote oblique. Alors voici, je vais longer mon asymptote vertical, je viens chercher mon abscisse et ensuite de ça,
je m'en viens longer mon asymptote oblique. Donc, voici de quoi a l'air mon graphique. On veut maintenant savoir quels sont les intervalles de croissance et de décroissance. Mais si on regarde rapidement, qu'est-ce que mes Y font quand je m'approche ici de ma première abscisse à l'origine? Bien, mes Y augmentent. Plus mes X continuent d'augmenter, mes Y augmentent aussi. Bien qu'il y ait une rupture ici, si je fais un petit bond de l'autre côté de mon asymptote, qu'est-ce que mes Y vont faire ici? Plus mes X augmentent, mes Y augmentent encore. Donc ici, ma fonction f de x, elle est croissante sur tout le domaine. Donc f de x est croissante sur tout le domaine. Alors, c'est facile comme ça. Voilà. Et je n'ai pas d'intervalle de décroissance. Alors maintenant, à l'exemple 3. À l'exemple 3, on a une fonction de degré 2 au numérateur et de degré 3 au dénominateur. On veut savoir le domaine de la fonction. Bien, tout d'abord, il va falloir savoir pour quelle valeur de x est-ce que le polynôme de degré 3 vaut 0. Et oui, il va falloir factoriser ce polynôme-là. Malheureusement, on ne peut pas y aller par groupement, donc on y va au long. J'essaie des valeurs de x qui sont des quotients des facteurs de 6 et des facteurs de 1, donc plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3 et plus ou moins 6. Si j'essaie x égale 1, si x est égal à 1, j'obtiens que g de 1 est égal à 0. Donc, j'ai une première valeur de racine, ce qui veut dire ici que x moins 1 est un facteur du dénominateur. J'effectue maintenant ma division. Alors, si je prends mes coefficients ici, je divise par x moins 1, j'aurai 1, moins 2, moins 5 et 6. J'abaisse mon 1, je multiplie, ça me donne 1. La somme me donne moins 1, je multiplie, ça me donne moins 1. La somme donne moins 6. Je multiplie, ça donne moins 6 et le reste, bien entendu, donne 0. Ce qui veut dire ici que mon dénominateur peut s'écrire comme, j'ai mon x cube moins 2x carré moins 5x plus 6 qui peut s'écrire comme x moins 1 facteur de x carré moins x et moins 6. Et ce dernier polynôme de degré 2 peut se factoriser facilement par produit somme. Et j'ai donc les facteurs x moins 3 et puis x plus 2. Donc, les racines de ceci, qui vont être les trois asymptotes verticales ici dans ma fonction g de x, vont être les valeurs de x égale 1, x égale 3 et x égale moins 2. Donc, pour ces trois valeurs-là, mon dénominateur est nul, donc j'ai une division par 0, donc j'ai des asymptotes verticales. Donc, pour le domaine, j'aurai l'ensemble des nombres réels tels que x n'égale pas moins 2, virgule, x n'égale pas 1, virgule, x n'égale pas 3. Donc, voici mon domaine. À la lettre B, on veut connaître les coordonnées à l'origine. Alors, si je commence par l'abscisse à l'origine, alors,
ça va se produire, ça les abscisses à l'origine, lorsque j'aurai une valeur de x qui va rendre ma fonction g de x nulle. Et ça peut être vrai uniquement si mon numérateur est nul. Donc, x carré est égal à 0. Ben, ça me donne que x est égal à 0. Voici mon abscisse à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, au numérateur, il me reste 0. Au dénominateur, j'ai 6. Alors, y égale 6, est égal à 0, pardon, est mon ordonnée à l'origine. Les asymptotes maintenant, on sait déjà que j'ai 3 asymptotes verticales, une à 1, une à 3 et une à moins 2. Donc, x égale 1, x égale 3, x égale moins 2. Et j'ai une asymptote horizontale à y égale 0. Comment je le sais? Bien, mon numérateur est de 1 degré de moins que mon dénominateur. Et donc, mon asymptote horizontale est à y égale 0. À la question D maintenant, détermine le comportement de g de x en effectuant l'analyse des signes. Ici, on a beaucoup de facteurs au numérateur et au dénominateur. On est quand même assez restreint dans l'espace. Donc, encore une fois, on va se créer un tableau de signes, mais qui résume le comportement global de g de x et non pas par facteur, bien que je préfère y aller un facteur à la fois. Alors, je mets sur ma première rangée les valeurs de x qui m'intéressent. Donc, je commence par moins l'infini. Ensuite de ça, je me fais un petit intervalle et je rejoins ma première asymptote verticale qui est à moins 2. Alors, à moins 2 ici, je vais aller voir un petit peu à la gauche, un petit peu à la droite. Je poursuis, je me fais un petit intervalle jusqu'à ma première abscisse à l'origine, ben, en fait, ma seule abscisse à l'origine qui est à 0. Ensuite de ça, je poursuis, je me fais un petit intervalle et je rejoins maintenant ma deuxième asymptote verticale qui est à 1. Donc, je vais aller analyser un petit peu à la gauche, un petit peu à la droite. Je me fais un autre intervalle et je rejoins maintenant ma dernière asymptote verticale qui est à 3. Et là, j'ai oublié un petit intervalle à 3 plus. Donc, je rajoute ça ici. À 3 plus. Je vais aller me chercher une autre petite ligne. Comme ça. Ensuite, je vais aller voir à... Je vais me faire un petit intervalle jusqu'à plus l'infini. Donc, plus petit que x, plus petit que... Voilà, et il me reste l'infini. Ici. Alors, sur la ligne du haut, ce sont mes valeurs de x. Sur ma ligne du bas, je vais aller analyser le signe de g de x. Alors, on sait comment faire maintenant. Si je prends une valeur de x qui est très, très, très petite dans les négatifs et que je le remplace dans g de x, on va voir que ça me donne une valeur qui s'approche de 0. Donc, c'est très, très, très près de 0. C'est quasiment 0. Ensuite de ça, si je prends quelque chose qui est un petit peu plus proche, là, que je remplace, ça va me donner une valeur qui est négative. Je sais qu'à x égale moins 2, ça ne sera pas défini parce que c'est mon asymptote. Si je m'en viens voir un petit peu à la gauche, ce que je réalise, c'est que mes y s'enfoncent dans l'infini négatif. J'obtiendrai une très, 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 très petite valeur dans les négatifs. Ensuite de ça, de l'autre côté, si je fais le même processus, cette fois-ci, je me rends compte que mes y sont très, très grands dans les positifs. Ensuite, je reste dans les positifs jusqu'à temps que j'arrive à mon abscisse à l'origine, où g de x vaut 0. Ensuite, de l'autre côté, mes y demeurent positifs. Et j'analyse ici tout près de mon asymptote à x égale 1. À la gauche, y prend de très grandes valeurs positives et à la droite, y s'enfonce dans les négatifs. Ensuite de ça, si je prends une valeur ici entre 1 et 3, j'ai une valeur de y qui est négative. À 3, ça ne sera pas défini. Si je m'en viens à la gauche de mon 3,
y s'enfonce dans l'infini négatif et de l'autre côté, on s'en va dans l'infini positif. Je demeure dans les positifs et si je remplace x par une très, très, très grande valeur, je vais réaliser que mes y s'approchent de 0. Pour l'esquisse maintenant, on va aller tracer nos asymptotes en premier. Alors, si je m'en viens chercher mes petites lignes pointillées, je vais mettre ça en rouge. Voilà. Donc, j'ai une première abscisse à x égale moins 2, donc ici. Ensuite, j'en ai une deuxième à x égale 1, donc ici. Et j'en ai une autre à x égale 3, donc ici. Si vous vous rappelez, on a aussi une asymptote horizontale à y égale 0. Mais celle-ci, je vais attendre avant de la tracer parce que je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux tout à l'heure. J'ai une asymptote horizontale à y égale 0, mais j'ai une abscisse à l'origine à x égale 0. Donc, j'ai ce point-là ici, là. Alors, comment est-ce que je peux avoir une asymptote horizontale à y égale 0 si je suis sur l'axe des x ici même, à y égale 0? Bien, ceci s'explique de la manière suivante. Il existe des asymptotes qui vont s'appliquer à une partie du domaine seulement, et je vous dirais qu'elles vont s'appliquer à l'infini seulement. Alors, il peut se passer n'importe quoi ici, mais la fonction est telle que lorsqu'on va prendre des valeurs de x, il y a je vous en avais parlé déjà ça, il y a un terme qui va prendre le dessus sur les autres. Alors, si je peux finir par revenir à la fonction initiale, nous avions ceci. Comme mon terme en x3 ici est plus grand que mon terme en x carré, pour les petites valeurs de x, bien, je vais pouvoir évaluer ici, puis je vais avoir des choses qui se calculent très bien, qui me donnent des valeurs de x, de y plausibles. Par contre, plus on s'enfonce dans l'infini, puis là, quand je vous dis on s'enfonce, puis pas à peu près. Le terme qui est ici va devenir beaucoup plus petit que celui-là. Et éventuellement, les autres termes qui sont ici vont être négligeables. Ils vont tendre vers l'infini, mais ils seront quasiment plus visibles lors de la division des deux termes. Donc, on va avoir quelque chose ici qui varie rapidement, mais moins rapidement qu'ici. Mon dénominateur va devenir très, 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 très gros comparativement à mon numérateur. Et qu'est-ce qui arrive lorsque je divise une petite valeur par une grande valeur? Bien, ça tend vers 0. Donc, mon asymptote horizontale, oui, elle est là, mais elle s'applique uniquement aux infinis. Donc, je ne peux pas la tracer comme j'avais l'habitude de le faire dans le passé, parce qu'elle ne s'applique pas au centre de la fonction comme telle, mais aux infinis. Donc, en traçant, il faut tout simplement se rappeler de ceci. Je peux pas non plus dire, bon, mais je commence à la tracer à partir de là. Là, il s'agit vraiment d'un comportement à l'infini. Puis n'oubliez pas non plus que les asymptotes ne sont pas réellement là. On les met comme point de repère, mais elles n'existent pas réellement, ces droites-là. Alors, qu'est-ce qui arrive donc à mon graphique? Bien, on a dit tout d'abord qu'on était dans le négatif, okay, à la gauche de mon asymptote qui est à x égale moins 2. Donc ici, je suis près de 0 et je suis dans les négatifs et je m'enfonce dans les négatifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais longer mon axe des x et je vais ensuite longer mon asymptote verticale vers le bas. De ce côté-ci maintenant, je reste dans les positifs. Donc, c'est comme si j'avais une espèce de petite parabole, si on veut. Okay? Je longe mon asymptote ici. Comme ça, je m'en viens chercher mon abscisse et je remonte parce que je reste dans les positifs. Si on regarde ici, là, okay, je longe mon asymptote, je suis ici à 1, pardon. Donc, ici, je suis dans les positifs et je suis encore dans les positifs ici à la gauche de 1. De l'autre côté, par contre, je retourne dans les négatifs. Je longe vers moins l'infini
Et ensuite, je m'en vais encore vers moins l'infini, près de mon asymptote qui est à 3. Donc, je suis dans les négatifs. Là, évidemment, j'y vais de façon très arbitraire. Je ne sais pas exactement jusqu'à quelle hauteur ça va, là. Je mets ça à peu près. Donc, voici pour la portion. Et il me reste maintenant que je longe mon asymptote à x égale 3 en m'en allant vers plus l'infini ici à la droite. Et je reste dans les positifs et je finis par longer mon axe des x comme ceci. Et là, à partir de là, plus j'augmente mes x, mais plus mes y vont se rapprocher de 0. Alors ici, j'ai pas d'asymptote horizontale comme tel. Okay? C'est à l'infini, négatif et positif, qu'on va en voir l'effet. Pour ce qui est de f, je vais changer la question parce que si je voulais avoir les intervalles de croissance et de décroissance, ça nous prendrait les valeurs là ici de mon petit sommet. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller chercher les intervalles où la fonction g de x est positive et négative. Donc, identifier les intervalles de g de x plus grand que 0 et g de x plus petit que 0. Donc, moi, on ne le voit plus à l'écran, mais vous pouvez vous fier à votre tableau de signes. Donc, g de x va être positif, donc plus grand que 0, lorsque x va être dans l'intervalle qui est ici, entre moins 2 et 1. Alors, lorsque x est compris entre moins 2 et 1, et aussi à la droite de ma dernière asymptote, et lorsque x va être plus grand que 3. Et ensuite de ça, g de x sera négatif de moins l'infini jusqu'à moins 2 ici. Alors, lorsque x est plus petit que moins 2, et ensuite de ça, sur l'intervalle 1 et 3, donc entre mes deux dernières asymptotes verticales, et moins 2 plus petit que x, plus petit. Oh, pardon, ça c'est plus 1. Désolé. Alors, entre 1 et 3. Comme ceci. Donc, voilà. Alors, la dernière page maintenant. Un dernier exemple, soit la fonction suivante. On veut faire l'analyse comme on vient tout juste de la faire. Alors, si on regarde ceci, j'ai une fonction de degré 2 sur le numérateur et un degré 1 au dénominateur. Si on fait une petite analyse, on pourrait s'attendre à certaines choses, surtout au niveau des asymptotes. Mais vous allez voir que cette fonction-ci, elle est un petit peu particulière. Si on lit le titre d'abord, analyse d'une fonction rationnelle avec trou. On va aller tracer ceci avec Desmos, puis on va aller voir de quoi a l'air cette fonction-là. Mais lorsqu'on la regarde, elle a l'air tout simplement d'une droite, n'est-ce pas? Même si je m'éloigne, il s'agit bel et bien d'une droite. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette fonction-là, qui est une fonction rationnelle et qui aboutit en droite? Bien, voici ce qui se produit. On va aller le voir de façon algébrique dans un instant. À la valeur de x égale 5, on a bel et bien une valeur qui n'est pas définie. Mais ce que c'est, en réalité, cette valeur-là, si je réussis à l'atteindre correctement, oh, il est passé, voici. Malheureusement, Desmos n'affiche pas ces points non définis-là, mais si on balaye la fonction, il va nous le dire. Lorsque x égale 5, il y a bel et bien une valeur de y qui n'est pas définie. Donc, il y a un trou dans la fonction. Mais c'est la seule valeur qui est absente, si on veut, du graphique. Et contrairement aux autres fonctions que l'on a vues, il n'y a pas de déviation du comportement, si on veut, lorsqu'on s'approche de 5. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans cette situation-ci, j'ai un trou et non pas une asymptote de laquelle mes valeurs de y vont s'approcher à l'infini? Bien, allons voir d'un point de vue algébrique.
Tout d'abord ici, si on veut juste répondre à la question, à quoi ressemble le graphique? Mais il ressemble à une droite, tout simplement. À une droite. Définissons le domaine. Bien, le domaine, si je regarde ici mon dénominateur, comme je le fais toujours, le domaine de ma fonction sera les valeurs de x qui appartiennent au réel, telles que x n'égale pas 5. Ici, même si on ne nous le demande pas, je vous invite à faire ceci. On va aller factoriser notre numérateur. Donc, si je factorise x2 moins 3x moins 10, je peux réécrire ça comme x moins 5 fois x plus 2. Et au dénominateur, j'ai mon facteur x moins 5. Et bingo, voici la situation. Lorsque mon dénominateur est un facteur quelconque et qu'il y a présence de ce facteur-là au numérateur, bien, ça veut dire que ma fonction n'est pas définie pour cette valeur de x-là seulement, mais que partout ailleurs, mes valeurs de y vont tout simplement être égales à la fonction x plus 2. Puis si je retourne dans mon graphique ici, est-ce qu'il s'agit bel et bien de la droite x plus 2? Bien, tout à fait. Donc, c'est comme si on disait, bien, cette fonction-là, c'est l'équivalent de x plus 2 pour toutes les valeurs de x possibles, mais lorsqu'on arrive à 5, bien là, on a un petit problème à cause de notre dénominateur. Mais partout ailleurs, c'est défini et ça vaut x plus 2. Les coordonnées à l'origine, maintenant, si je commence par les abscisses à l'origine, bien, normalement, on s'en va voir notre numérateur, puis on se demande quelles sont les valeurs de x qui rend mon numérateur nul. Mais là, ici, il ne faut pas se méprendre. X égale moins 2 peut être une valeur, mais est-ce que j'ai le droit de prendre x égale 5? X égale 5 ne fait pas partie de mon domaine, donc je n'ai pas le droit de l'utiliser. Si je l'utilise, j'ai ma valeur qui est non définie. Donc, j'ai une seule abscisse à l'origine qui va être à x égale moins 2. Et ensuite de ça, ordonner à l'origine la valeur de y lorsque x vaut 0. Si x vaut 0 dans le cas présent, j'analyse ici, je vais avoir moins 5 en bas et plus 2 ici, mais moins 5 vont s'annuler. Donc, j'aurai une ordonnée à l'origine à y égale plus 2. Identifie le type de discontinuité. Une discontinuité, c'est lorsque justement il y a un trou dans une interruption, je devrais dire, dans la fonction. Donc, je peux avoir les asymptotes comme je les connais, mais également, on vient de voir que je peux avoir la présence d'un trou à x égale 5 ici. Donc, si tu veux peut-être te faire juste une petite esquisse du graphique, alors j'ai mon graphique qui est une droite, mais à x égale 5 ici, on va aller se mettre un trou ouvert pour symboliser que la fonction n'est pas définie pour cette valeur unique-là. Confirme le comportement de h de x en effectuant l'analyse des signes. Mais là, c'est la troisième fois qu'on le fait. Donc, moi, je vais faire pause ici. Faites pause, vous, également, dans la vidéo. Je vous laisse le temps de compléter et je vous reviens avec l'analyse finale des signes, le tableau complété. Alors, voici le tableau de signes complété. Ce que j'ai mis sur l'axe des x, ce sont encore une fois les valeurs intéressantes, de moins l'infini jusqu'à l'abscisse à l'origine, jusqu'à ma valeur de x pour laquelle y est non définie, et ensuite de ça, plus l'infini vers la droite. Je vais quand même aller observer le comportement de la fonction à gauche et à droite de ma valeur de x qui me donne ma discontinuité. Donc, tout est négatif ici, jusqu'à temps que j'arrive à mon abscisse à l'origine, à partir de laquelle ça devient positif. Ici, juste par curiosité, si je remplace x par une valeur qui est très, très proche de 5, disons 4,99999, ça nous donne bien sûr une valeur positive, une valeur qui est très, très proche de 7. 7 aurait été quoi? Aurait été la valeur de y lorsque x aurait pris la valeur de 5 dans la droite d'équation x plus 2. Mais on sait très bien que cette valeur-là est non définie.
À la droite, même phénomène. Si je prends une valeur qui est très, très proche, et je suis très, très proche de ce que devrait valoir y dans cette droite-là lorsque x vaut 5. Ensuite de ça, c'est positif toujours et toujours jusqu'à plus l'infini. Alors, le graphique, voici la manière de le faire. C'est la droite d'équation x plus 2, mais lorsque x vaut 5, j'ouvre la fonction. Ça indique qu'on a un trou, on a une valeur de y qui est non définie ici. Donc, la fonction ressemble à ça. Et finalement, on nous demande d'identifier les intervalles de croissance et de décroissance. Bien ici, la fonction, elle est croissante sur tout le domaine. Et j'insiste sur la façon d'écrire ceci. X égale 5 ne fait pas partie du domaine. Donc, je ne parle pas de x égale 5 ici. Donc, je dis la fonction est croissante sur toutes les valeurs de x qui sont définies dans le domaine. Et ça, c'est vrai lorsqu'on observe le graphique. Alors voilà, la section 2.4 est terminée. Je vous invite donc à faire vos exercices relatifs à cette section-là.